la Maison des Jeunes. Je suis ravie d'être là ce soir. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer à propos de l'amour et de la sexualité. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la réalité de la sexualité des jeunes, mais nous allons partir des mythes aussi, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, un petit rappel, parce qu'on le sait, mais ça fait toujours du bien de se le dire, l'amour mène le monde. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Il n'y a pas une chanson, un clip, un film ou autre qui n'évoque finalement l'amour, l'espoir de l'amour, l'amour perdu, le chagrin d'amour, etc., etc. L'amour conjugal, bien sûr, mais aussi l'amour fraternel, filial, nos enfants, etc. Et donc, je crois que l'amour nous fait souvent se lever le matin, enfin j'espère en tout cas, ou plutôt le week-end encore plus sans doute. Mais donc voilà, l'amour mène le monde, et j'ai envie de vous inviter à ne pas vous départager de cette idée pendant toute la soirée. Et même si moi je vais avoir des propos assez techniques, je tiens à vous rappeler que quand les enfants, les jeunes, mais même les enfants en particulier, quand ils posent une question qui nous paraît technique sur la sexualité, c'est quoi un préservatif, c'est quoi une fellation, c'est quoi les règles, ils questionnent l'amour dans le package. Il questionne l'amour, il dit tiens, c'est quoi l'amour, c'est quoi être un homme amoureux, c'est quoi être une femme amoureuse, on se comporte comment, on fait quoi, on dit quoi, etc. Et donc ne perdez jamais ça de vue, et que donc dans vos propos, dans vos intentions, ne perdez pas de vue la dimension affective. En plus, l'amour, c'est l'histoire de toute une vie. Déjà dans le ventre de sa maman, un petit garçon a des érections. Il a déjà un rapport au plaisir et à la sensation physique. Au plaisir, c'est peut-être un grand mot, parce que rien n'est conscientisé. Pardon. Mais un rapport à la sensation physique avant même la naissance. Et il n'y a pas de raison que finalement, bien sûr, dans l'âge avancé, il n'y ait plus d'affection ou d'amour et de sexualité, si bien entendu l'envie est là et que c'est possible à tout niveau. Alors je vous invite à mettre un œil dans le rétroviseur. Je vois ici qu'il y a quelques jeunes et je m'en réjouis vraiment, soyez les bienvenus, mais la plupart d'entre vous sont des parents vraisemblablement ou d'un certain âge, et donc vous avez vécu. Et donc regardez un peu dans le rétroviseur. Rappelez-vous les premières fois. La première fois, par exemple. Je suis sûre que vous ne l'avez pas oublié, la première fois. Et si vous ne vous souvenez pas de tout, vous vous souvenez en tout cas ce que vous avez ressenti. Vous vous souvenez certainement ce que vous avez ressenti, si c'était bof bof, si c'était mieux qu'imaginé, si c'était magnifique parce qu'en plus c'était interdit, et c'était caché, nanana, enfin voilà. Il y a tout ça. Donc, jetez un œil dans le rétroviseur parce que vous avez été jeune, vous avez eu toutes ces émotions, j'espère que vous en avez encore d'ailleurs, et ça nous anime beaucoup. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ça fait toujours bien dans une conférence d'avoir une petite référence à l'OMS, nous dit que la vie sexuelle, c'est une composante naturelle, normale et essentielle de la santé. Bonsoir mesdames, n'hésitez pas à venir me rejoindre ici devant après. Je cherchais encore quelques retardateurs et vous êtes là, c'est magnifique. Donc vous aurez, on dit toujours que les derniers sont les premiers, hein. Et donc voilà, c'est votre chance. Je vous en prie, vous n'avez raté que l'intro, donc il n'y a pas de souci. Parce que maintenant, je vais attaquer le titre, mythe ou réalité. Et donc je vais commencer par poser quelques mythes qui sont coriaces. Certains d'entre vous les partagent, sans doute que certains vous les portez aussi, d'autres peut-être pas. Voilà, je commence comme ça. Les parents sont responsables de l'éducation sexuelle de leur enfant. Mythe ou réalité? Les jeunes d'aujourd'hui commencent leur vie sexuelle plus tôt qu'avant. Mythe ou réalité? Une jeune fille ne peut pas tomber enceinte lors du premier rapport sexuel. Mythe ou réalité? Une jeune fille saigne toujours à son premier rapport sexuel, dans la rupture d'hymen. Mythe ou réalité? La masturbation est contre nature et immorale. Mythe ou réalité?
Oups. Les garçons pensent toujours au sexe, les filles aux sentiments. Mythe ou réalité? La jalousie est une preuve d'amour. Mythe ou réalité? On choisit d'être homosexuel ou bisexuel. Mythe ou réalité? Ta-da-da. Oups. L'identité de genre se construit dès... attendez. Oh, il est très, très excité. Il est dans le thème. Il est dans le thème. À mon avis, c'est parce que moi-même, je manipule un peu rapidement. Je vais me reprendre. Ah, je sens que j'ai un bon public ce soir. Ça va le faire. Alors, l'identité de genre se construit dès l'enfance. Mythe ou réalité? Être non-binaire ou transgenre est une mode chez les jeunes. Mythe ou réalité? Fumer nuit à la santé sexuelle ou à la sexualité. Mythe ou réalité? La pornographie aide les jeunes à mieux comprendre la sexualité. Mythe ou réalité? Les relations et les échanges sexuels passent de plus en plus par le numérique. Mythe ou réalité? Le consentement est toujours clair dans un couple quand on s'aime. Mythe ou réalité? Ah, je vois qu'il y a déjà des avis. Et donc voilà tous des mythes que j'ai posés en début de conférence. Et normalement, à la fin de la soirée, vous devriez avoir eu des éléments de réponse, soit pour les consolider, ces mythes, ou soit pour les déconstruire. Si ce n'était pas le cas, on peut y revenir dans le quart d'heure. Je crois qu'il y a un quart d'heure de questions-réponses à la fin, si vous le souhaitez. Mais d'abord, je voudrais savoir qui vous êtes. Je voudrais savoir qui vous êtes, et donc je vais faire un petit sondage pour savoir qui vous êtes. En fait, ça m'aide à choisir mes exemples aussi, quand je sais qui j'ai en face de moi. Donc je voudrais vous demander, êtes-vous des adeptes des jeudis de la santé? 3 propositions, régulièrement, ponctuellement ou la première fois. Pouvez-vous lever la main si c'est régulièrement que vous êtes au jeudi de la santé? Ah, j'en ai une bonne dizaine quand même, des fidèles, une bonne dizaine, quinzaine là. Ok, super. Qui est là ponctuellement dans les jeudis de la santé? Oui, là, on en a plus, alors une trentaine quand même, super. Et qui est là pour la première fois, peut-être? Ah, vous me faites plaisir! Ah, mais c'est la majorité, ça. Ah, d'accord, ok. Comme quoi, ça interpelle quand même, ce sujet, bien qu'il soit fort tabou. Ok, super, merci. Merci à tous pour votre présence. Votre genre, plutôt masculin, plutôt féminin, ou si c'est aucun des deux, simplement vous ne levez pas la main. Est-ce que vous vous situez plutôt dans un genre masculin? Levez la main. Ah, les hommes, j'en ai une vingtaine, magnifique. Et donc, plutôt féminin? Ok, et voilà, parfait, merci. Alors, vous êtes parents, grands-parents ou apparentés? Levez la main les parents. Ah oui, à un moment donné, ça arrive quand même, hein, à force. Merci. Est-ce qu'il y a des grands-parents? Des grands-parents? Ok, super, j'en ai une dizaine. Ah là, vous me faites plaisir aussi. Est-ce qu'il y en a peut-être qui sont des beaux-parents ou qui sont venus par rapport à des jeunes, même s'ils ne sont ni parents ni grands-parents, mais des beaux-parents ou apparentés? Levez la main. Oh, super, parce que vous jouez un rôle aussi, bien entendu. Hein. Merci, c'est peut-être même parfois un rôle intéressant. Alors, les enfants ou les jeunes pour lesquels vous vous êtes mobilisés ce soir et par rapport auxquels vous allez penser pendant cette soirée, ils ont moins de 12 ans, levez la main, moins de 12 ans. Ah oui, donc j'ai quand même... Ah oui, j'en ai quand même un paquet. Bon, après, il y a peut-être des frères plus âgés aussi. Ok, des frères ou sœurs. 12 à 18 ans. Ah oui, donc pas plus que les plus petits. Ça, c'est intéressant, tiens. Ça, c'est intéressant pour une prochaine conférence sur l'éducation sexuelle des enfants de 0 à 12 ans. Et plus de 18 ans, alors. Plus de 18 ans, ok. Parfait, c'est bien, super. Ok. Alors, votre démarche, elle est privée, professionnelle ou mixte? Privée, levez la main. Vous êtes là dans une démarche privée uniquement. Ok, merci. Professionnelle? Ah oui, un peu moins, mais quand même. Ou mixte? Est-ce qu'il y en a qui sont là? Mixte? Ah ben aussi. Ah ben super, hein. Quand on peut lier l'utile à l'agréable, c'est encore mieux. Bon, super. Alors voilà, je vais quand même poser quelques bases. Je ne pouvais pas commencer cette conférence sans poser quand même quelques bases
qui sont tout à fait anatomiques. Et vous rappelez quand même que la puberté, eh bien, c'est un grand bouleversement hormonal. Et souvent, la question de la norme est très forte. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que souvent, les ados, ils doivent être tous les mêmes, hein, plus ou moins. Il faut les cheveux comme ça, le sac bazar et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe vraiment à la puberté? En fait, ce sont les glandes mammaires, les glandes des amygdales et les glandes des testicules qui envoient des hormones à travers le sang vers les organes pour les modifier. Et c'est comme ça qu'on passe d'un enfant vers un adolescent. Et l'adolescent, forcément, eh bien, il a la capacité de procréer à partir du moment où il va avoir sa puberté. Et bien entendu, dans la tête, c'est un fameux bouleversement hormonal aussi. Et ça, on va avoir bien l'occasion d'en parler. À l'entrée, on vous a proposé cette petite revue qui s'appelle « La puberté, qu'est-ce que c'est ?» Si vous ne l'avez pas eue, vous pourrez la prendre en sortant. C'est une brochure qui vient des Mutualités chrétiennes. J'en ai amené parce que je trouve qu'elle est bien faite. Vous pouvez la mettre dans les mains des enfants de 11 à 13 ans. Donc voilà, c'est vraiment l'âge idéal. Maintenant, je vous invite à la lire avant. Et je suis certaine que vous allez apprendre des choses. Parce qu'il est vraiment bien fait, cette brochure. C'est pour ça que j'avais envie qu'on puisse vous les distribuer ici ce soir. Alors, petit rappel au niveau... alors, je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, mais je trouve que c'est important. Moi, j'aime encore bien d'enfoncer les portes ouvertes. Petit rappel des organes génitaux féminins internes. Donc, ici, on voit le vagin. Alors, premièrement, le vagin, il n'est pas comme sur ce schéma. Le vagin, il est fermé comme une chaussette. Pourquoi? Parce que s'il était ouvert comme un tuyau, eh bien, les bactéries pourraient rentrer. Et donc, c'est une protection. Et c'est aussi pour ça que les femmes ont des pertes blanches, parce que les pertes blanches, elles empêchent les bactéries de monter, parce que ça plaque sur les pertes blanches, si vous voulez. Donc, mais pour le schéma, pour qu'on voit bien, ils ont ouvert le vagin. OK. On a le col de l'utérus. On a le col de l'utérus ici, et donc l'utérus, qui est cette fameuse poche à bébé, qui peut grandir, évidemment, puisque un enfant, parfois même plus qu'un, etc. De part et d'autre, les ovaires de chaque côté, et donc chaque mois, normalement, les ovaires s'organisent l'un puis l'autre pour libérer un ovule. Et donc, en fait, dans les ovaires, il y a toute la réserve des ovocytes pour toute la vie de la femme. C'est fait exprès pour qu'à un moment donné, la ménopause arrive. Et quand il n'y a plus d'ovocytes, il n'y a plus d'ovules. Et quand il n'y a plus d'ovules, il n'y a plus de possibilité de tomber enceinte. Et c'est fait exprès pour qu'on ne devienne pas maman à 60 ou 70 ans. Parce que ce serait un peu compliqué. Et donc lorsqu'il y a un ovule qui arrive à maturité, il est happé par la trompe de Fallope. Et en 2-3 jours, il descend le long de la trompe de Fallope. Et s'il y rencontre un spermatozoïde, il peut alors y avoir une fécondation et une nidation au niveau de l'utérus. Alors ça, c'est les organes externes. Alors, je vous avoue que j'ai hésité à la mettre. Et puis je me suis dit, allons-y, soyons fous, ils apprendront sans doute des choses, ce n'est qu'un schéma. Donc voilà. Alors ça, c'est la vulve de la femme. Alors à nouveau, la vulve, elle n'est pas ouverte comme ça. Vous avez les lèvres ici, les lèvres de part et d'autre, les grandes lèvres et les petites lèvres. Ici, les grandes lèvres. Ici, les petites lèvres. En fait, c'est la même matière, si vous voulez. Mais on les appelle grandes à l'extérieur et petites. Et l'objectif des lèvres, à nouveau, c'est de fermer, à nouveau pour protéger. Donc si vous vous regardez, vous n'allez pas trouver une vulve ouverte comme ça. Il va falloir écarter les lèvres pour voir à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Ici, évidemment, vous avez l'entrée vaginale. Je viens de vous montrer juste avant le tuyau vaginal. Ici, on a le petit tuyau pour faire pipi, donc l'urètre. Et ici, bien sûr, l'anus. Donc 3 orifices chez les femmes. Et alors ici, le clitoris, sauf que là, limite, ils se sont trompés. Parce que ce n'est pas le clitoris, c'est le gland du clitoris. Le gland du clitoris, parce que le clitoris, c'est quelque chose comme ça. Voilà, on commence à le voir depuis déjà une dizaine d'années maintenant sur les réseaux et ailleurs. Ça, c'est un clitoris complet. Et donc, ce qu'on voit au sommet de la vulve, c'est juste la tête, si vous voulez, du clitoris. Le reste,
les racines et les bulbes sont en fait autour de l'entrée vaginale. C'est ce qui permet les sensations indirectes. Alors qu'au niveau du gland du clitoris, là, on peut évidemment stimuler directement le gland du clitoris. Il faut savoir que le gland du clitoris, c'est comme le pénis. Quand il y a de l'excitation et qu'il y a un afflux de sang, il y a une petite érection au niveau du clitoris et c'est là qu'il est très sensible. Et donc à la fois, ça peut être un moment très agréable, mais ça peut être un moment aussi très délicat parce que assez fragile. Voilà. Alors, ça collabore de temps en temps. Je crois que je vais continuer à faire comme ça. Je voulais aussi vous dire, ça rejoint un mythe, qu'à l'entrée vaginale, il y a un petit hymen, souvent, pas toujours. L'hymen, dans certaines cultures d'ailleurs, c'est une preuve de virginité, etc. Moi, j'ai travaillé en planning familial au début de ma carrière. Je me rappelle d'une jeune fille qui venait se faire recoudre l'hymen parce qu'elle craignait d'avoir un contrôle de la belle-mère, etc. Avant le mariage et tout ça. L'hymen, ici, c'est 4 dessins de personnes qui n'ont pas eu de rapport sexuel. Et comme vous le voyez, les 4 hymens sont différents et aucun n'est complètement fermé. Parce que l'hymen, il est perméable, en fait. Donc c'est pas vrai qu'on peut pas tomber enceinte la première fois, évidemment. Ça, vous le savez certainement. L'hymen, il est complètement perméable. Et j'ai pris ce petit tambourin pour symboliser l'hymen. Parce que, voilà, lors des premiers rapports sexuels, l'hymen, s'il est en place, va se déchirer progressivement. Chez certaines jeunes filles, il n'y a pas d'hymen parce qu'elles sont nées sans, ou il n'y a plus d'hymen parce qu'elles ont fait de la gymnastique, du sport ou autre chose, et donc l'hymen s'est cassé par lui-même. De temps en temps, l'hymen résiste. Moi, j'ai eu une patiente où il a fallu opérer l'hymen de façon à l'enlever complètement parce que c'était douloureux. Et j'ai même un collègue gynéco qui a accouché d'un bébé, enfin accouché une dame, donc qui avait un bébé, et il a d'abord dû enlever l'hymen. Ça veut dire que cette dame avait encore son hymen. Donc c'est pour vous dire que l'hymen, ça ne veut pas dire grand-chose, mais justement, elle est tombée enceinte parce que les spermatozoïdes ont pu passer l'hymen. Alors elle avait peut-être un hymen hyper flexible, sûrement. Peut-être que monsieur avait un petit pénis aussi, je n'en sais rien. Je ne lui ai pas demandé. Mais voilà, c'est pour vous dire voilà, les fausses croyances qu'on peut avoir autour de l'hymen, qui ne représentent finalement pas la virginité. Alors, puisqu'on en a eu pour les dames, on en a pour les messieurs. Et donc ici, à nouveau, les organes génitaux masculins internes. Donc ici, vous voyez clairement le pénis, et là, les testicules. Les testicules, c'est la petite usine à spermatozoïdes. Tous les jours, des spermatozoïdes se refont. Avec l'évolution de l'espèce, les testicules sont sortis du corps parce qu'à l'intérieur du corps, c'était trop chaud pour qu'ils puissent se reproduire. Donc, ils sont sortis du corps et donc, tous les jours, des petits spermatozoïdes se refont et quand il y a une éjaculation, qu'est-ce qui se passe? Les spermatozoïdes viennent ici par le canal afférent, viennent à ce niveau-ci prendre dans la prostate et dans la vésicule séminale, on va dire un liquide blanchâtre qui protège et qui a du sucre et de l'énergie pour en fait les accompagner et les protéger lorsqu'ils vont repasser par le pénis. Alors forcément, quand il y a une éjaculation, ça veut dire qu'il y a une érection. Hein. Donc le pénis ici, il est destiné au repos, mais forcément, il faut imaginer qu'il y a une érection comme ça. Il faut savoir que chez un homme en bonne santé, 200 millions de spermatozoïdes par éjaculat. Vous êtes bien assis. 200 millions, ça fait du monde. Ça fait du monde et donc ça fait des risques pour les jeunes, un éjaculat. Donc, avec l'hymen qui ne protège de rien, nanana, même une éjaculation à proximité du sexe, etc., ça peut... enfin, voilà, une bonne contraception, c'est souvent utile, disons. Alors, vous voyez ici, il y a la vessie là, et la vessie, eh bien, forcément, il y a le fameux carrefour, et donc, ce canal-ci, qui est l'urètre, sert aux deux fonctions, à l'éjaculation et à la miction. Et d'ailleurs, lorsqu'un homme va éjaculer, en général, il voit une petite goutte avant, une petite perle, entre guillemets. Ça, c'est pour laver l'urètre, pour que le sperme puisse passer dans un canal bien propre.
Donc vous voyez comme la nature est vraiment bien faite. Et donc je rassure toujours les jeunes en disant ne vous inquiétez pas, quand on est sur une fonction, on n'est pas sur l'autre, donc il n'y a pas de problème. Et petit indice, ça je ne le dis pas aux jeunes, mais je le dis à vous, lorsque les messieurs commencent à devoir aller plus souvent aux toilettes, c'est peut-être parce que la vessie vient pousser sur que la prostate vient pousser sur la vessie et qu'elle s'hypertrophie un petit peu. Donc consultez un urologue si c'est le cas, ça vaut la peine, c'est un indice important à prendre en compte. Alors, oh là 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 là, oui, vraiment, je suis désolée. Alors, la cigarette diminue l'érection, oui, la cigarette diminue l'érection. Pourquoi? Parce que la nicotine vient se mettre dans les tout petits canaux qui sont dans le pénis. Vous voyez, dans le pénis, eh bien, on a de part et d'autre, un petit peu, j'ai pris ce pénis pour vous montrer, on a des espèces d'éponges. Les hommes, ils ont deux éponges un peu, de part et d'autre du pénis. Et ces éponges, eh bien, elles se gorgent de sang lorsqu'il y a un afflux de sang, mais c'est des tout petits canaux tout fins, tout fins. Et donc, à un moment donné, la nicotine va venir boucher ces canaux-là, comme d'autres dans le corps, bien entendu. Et chez les femmes, l'accès à l'orgasme est aussi plus compliqué avec la cigarette à un moment donné. Donc voilà, si vous cherchez une bonne motivation à fumer moins, ça peut en être une. Alors, l'auto-érotisme. Alors ça, c'est le sujet tabou du tabou. J'ai quand même mis une petite image et j'ai choisi volontairement une image de femme parce que je pense que la masturbation féminine est encore plus tabou que la masturbation masculine. Et bien entendu, elle concerne tout le monde en fait. Hein. Les jeunes, au moment où ils sont dans ce tsunami hormonal, ils sont même parfois un peu débordés par leurs émotions. Je me rappelle avoir été à Saint-Louis, donc je fais de l'EVRAS, moi, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et je vais chaque année au Collège Saint-Louis à Liège. J'y étais au mois d'octobre, là, il y a quelques semaines. Et donc ça je leur dis, je leur parle de la masturbation, bien sûr, et il y a une année où il y a des garçons qui étaient venus me voir à la fin, ils avaient dit « Ah, madame, merci pour votre intervention, parce que nous, on ne pense plus qu'à ça. On n'arrive plus à se concentrer sur les cours, ça vient vraiment nous prendre la tête à fond, il n'y a plus que ça qui compte. » Alors heureusement, ce pic hormonal, il passe à un moment donné, hein, et à nouveau, les hommes peuvent penser à autre chose qu'à ça. Vous avez vu qu'il avance tout seul? On est d'accord? Ok, ça me rassure quand même un peu de me dire qu'il n'y a pas que moi qui... Ok, donc la masturbation chez les jeunes, évidemment, enfin je veux dire, c'est le tabou du tabou, parce que c'est vécu, je crois que culturellement et au niveau religieux aussi, c'est vécu comme la perte de semence, la masturbation. Et donc non, on ne peut pas se masturber parce qu'il faut que tout soit dédié potentiellement à la procréation et pas au plaisir. Voilà, et donc là, j'ai un discours évidemment de tolérance par rapport à la pratique, en disant voilà aux jeunes, écoute, c'est ton corps, se faire plaisir ne fait de tort à personne. Et par ailleurs, pour les filles aussi, ça je leur dis, te découvrir ton fonctionnement, c'est aussi un cadeau que tu pourras faire après quand tu auras une relation sexuelle partagée, parce que tu pourras mieux guider ton partenaire, ou ta partenaire d'ailleurs, pour aller vers ce qui te fait le plus de plaisir. Parce que quand on interroge les hommes sur la façon de se masturber, c'est souvent très semblable, alors que les femmes, c'est souvent différent. Chacune a développé sa façon de fonctionner, si je puis dire, et en général, il y a eu quelque chose à un moment donné qui a fait ancrage, et donc voilà, elle a développé une technique de masturbation et d'auto-érotisme. Alors moi, les jeunes, je leur dis aussi, important, dans une relation, choisis un partenaire positif, quoi. Un partenaire, ça doit faire du bien, quoi. Ça doit être chouette, quoi. Une relation amoureuse quand on est jeune, et pas que quand on est jeune, bien sûr, hein, mais je suis dans le sujet, ça doit être chouette, ça doit faire du bien, etc. Et je dis aussi aux jeunes, on n'accepte pas tout et n'importe quoi par amour. L'amour ne justifie pas tout. C'est pas parce qu'on est amoureux, même si on est amoureux à 1000%, tant mieux, mais il y a quand même des choses qui restent inacceptables. Et bien sûr, la jalousie est plus un signe de manque de confiance qu'une preuve d'amour. Alors, les premières fois, les premières fois, ça compte et ça comptera. Alors, l'âge du premier rapport sexuel, c'est en moyenne entre 16,9 ans et 17,3 ans. C'est une moyenne, bien entendu, hein.
Ce n'est pas une norme, hein. Je dis toujours aux jeunes, c'est pas une norme. Il ne faut pas avoir fait l'amour à 17,3 ans. Hein. Chacun vit comme il veut, mais certains vont le faire à 15 ans, d'autres vont le faire à 22 ans. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais à 19 ans, donc c'est en général la première année des écoles supérieures, de l'école supérieure, 90% des jeunes ont eu des rapports sexuels. Alors, j'ai été voir des statistiques tout récemment pour cette soirée. Et en fait, entre 1960 et 2010, pendant 50 ans, il y a eu une diminution. On est passé donc de plus ou moins 20 ans à plus ou moins 17 ans, comme je viens de vous dire. Et puis, depuis 2010, eh bien, ça stagne. Vous allez me dire, à un moment donné, on ne va pas non plus descendre jusqu'à... Voilà, ça paraît un peu logique. Mais il faisait l'hypothèse, enfin, il disait que ça remonte même légèrement. C'est intéressant. Alors, il faisait l'hypothèse que peut-être c'était lié à la Covid. Et que donc, il y a eu moins d'opportunités pendant un moment. Mais donc, du coup, il faudra des études à plus long terme pour confirmer si ça devient stable ou si ça remonte légèrement. Donc voilà, on pourra faire des hypothèses quand on saura ça. Mais par contre, ce qui est très différent d'il y a 50 ans, c'est qu'on a plus de partenaires différents. Moi, je donne toujours l'exemple de ma grand-mère qui s'est mariée tôt. Elle s'est mariée à 18 ans, elle n'a pas fait d'études, mais elle a eu, à mon avis, qu'un partenaire dans sa vie qui a été mon grand-père. Mais aujourd'hui, on a plus de partenaires différents et on a plus de pratiques diversifiées. Et ça me paraît assez logique aussi, puisque là, on y reviendra, il y a l'influence de la pornographie. Alors, ça, je vais passer, mais je vous invite, je vous informe que vous aurez la possibilité de faire une photo d'un QR code à la fin, sur lequel j'ai mis plein de références. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est sur le QR code. Et entre autres des séries, des sites d'éducation sexuelle et aussi des professionnels en la matière. Et donc voilà, ça c'est un petit extrait que je vous invite à regarder, enfin, si vous n'avez pas encore vu la série Sex Education. Qui l'a vu, Sex Education? Levez un peu la main. Ah ouais, une quarantaine de personnes. Ben c'est sympa, hein. C'est sympa, donc c'est l'histoire d'Otis, qui est à gauche, là, qui a une mère sexothérapeute et qui fait des consultations sexologiques à l'école pour ses copains et ses copines. Donc voilà, c'est assez sympa. Voilà, mais je dois faire des choix ce soir et donc je ne vais pas vous mettre l'extrait, mais donc c'est intéressant de voir que bien qu'il donne des cours soi-disant de sexologie, eh bien à ce moment-là, il s'est mis en tête qu'il devait absolument faire l'amour une première fois parce qu'il a tel âge, etc. Et donc ça se passe pas super bien, évidemment, dans la chambre à coucher parce qu'il n'est pas du tout amoureux de la fille et elle non plus, donc voilà. Voilà, c'est l'idée de la norme, quoi. Ça, il faut savoir que... je sais pas comment c'était quand vous étiez jeune, mais moi, c'était plutôt... À l'époque, c'était plutôt, faut pas faire l'amour trop vite. Et aujourd'hui, il faut l'avoir fait. Ça, je sens un peu ça quand j'entends les jeunes. Alors, le fantasme. Qu'est-ce que c'est le fantasme? C'est un petit scénario excitant. Alors, il y a pas mal de fantasmes qui sont assez collectifs et assez généralisés. Le voyeurisme, par exemple, l'exhibitionnisme. Mais il y a aussi des fantasmes qui sont très personnels et ça appartient vraiment à chacun. En général, c'est dans une petite boîte qui est personnelle, qui est dans le jardin secret et qu'on peut, bien entendu, utiliser pour augmenter l'excitation. Donc le fantasme, il est normal, il est complètement normal. Il faut se poser des questions sur le fait de le réaliser ou pas, ça c'est une grosse question, mais... On revient toujours sur la question du consentement. Si on veut réaliser un fantasme, c'est évidemment avec le consentement de l'autre à 100%. Et voilà, ça doit être dans une bonne négociation, dans un bon partage, etc. Ce n'est pas naturel de réaliser un fantasme ou d'en avoir? Si, c'est très naturel d'avoir des fantasmes. C'est très naturel, c'est très normal. On n'est pas obligé d'en avoir et tout le monde n'en a pas. Mais certaines personnes, et la plupart des gens, ont des fantasmes. Moi, quand je questionne les patients, je ne leur demande pas d'ailleurs, parce que ça leur appartient. Je leur demande juste, est-ce que vous pourriez, par exemple, si j'ai des patientes qui ont des troubles du désir, est-ce que vous pourriez avoir recours à une boîte à fantasmes? Et voilà.
c'est de l'imagination, madame. C'est de l'imagination, tout à fait. Et alors, il y a un service qui s'appelle SEOS. C'est assez récent. Il faut savoir que ça existe. C'est dans le QR code aussi. Il faut savoir qu'il y a des personnes... C'est un service téléphonique où on peut téléphoner si nos fantasmes nous font peur. Si on fantasme sur les petits-enfants de l'école à côté, ça vaut la peine de téléphoner pour être aidé, parce qu'on n'est pas responsable de ces fantasmes. Ils nous viennent naturellement. Mais par contre, on est responsable de les agir ou pas, évidemment. Alors, avec les jeunes, on va aussi parler de la pornographie. Et là, nous allons en arriver à la Maison des Jeunes. Et je vais donner la parole à Madame Loé pour qu'elle puisse venir expliquer comment ils ont travaillé avec les jeunes. Si vous voulez venir, Madame Loé. Et pendant ce temps-là, je vais introduire en disant que forcément, la pornographie, il faut savoir que c'est la poule aux œufs d'or. C'est ce qui rapporte le plus sur Internet. Parce qu'évidemment, la pornographie, c'est la mise en scène des fantasmes. Donc, ce qu'on a dans la tête et qu'on n'ose pas faire, on peut le voir et le visualiser. Alors, des fois, ça va même au-delà, etc. Mais c'est pour ça que c'est un succès incroyable. Alors, Madame Lowe, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez expliquer comment vous avez travaillé avec les jeunes autour de... C'est maintenant, hein? Oui, oui. C'est vous qui me le dites. Donc effectivement, nous, avec la Maison des Jeunes, donc on est relativement sensibilisés par rapport justement à la sexualité des jeunes. On travaille avec un public âgé de 12 à 26 ans et donc confronté à des questions voilà, de cet ordre. Et donc, en fait, par rapport en tout cas aux podcasts, vous allez entendre des podcasts où les jeunes en fait discutent par rapport à la pornographie. Ça a été vraiment des questions relativement ouvertes où on les a mis à l'aise pour pouvoir se livrer facilement par rapport à cette notion de pornographie. Ils sont bien au courant que justement vous allez les entendre ce soir. Et donc c'est toujours en lien avec des animations préalablement, bien évidemment, pour les sensibiliser à ça. Et par la suite, vous allez voir également la vidéo nude. Donc la vidéo nude, elle a été créée il y a quelques années d'ici, suite à un constat où les jeunes arrivaient à la Maison des Jeunes en disant « Mais Ludie, en fait, c'est pas possible, tout le harcèlement qu'on peut vivre au niveau de l'école, essentiellement, parce que nous, on est situé vraiment en face d'une Athénée. Et donc, ils se sont dit, mais généralement, ce qui fonctionne, en tant qu'adulte, parler avec les jeunes, ça peut avoir un impact. Mais des jeunes qui parlent à d'autres jeunes, croyez-moi, ça a beaucoup plus d'impact. Et donc, en fait, ils se sont mis autour d'un projet commun. On a créé cette vidéo-là de sensibilisation où on l'utilise régulièrement pour faire des animations et elle parle aux jeunes parce que ce sont des jeunes qui parlent tout simplement à leur père et ça a un réel impact, mais ça je pense que vous allez l'expliquer dans votre processus ultérieurement. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, je ne vais pas parler plus longtemps parce que je sais que le temps est restreint aussi, n'hésitez pas, je suis avec ma collègue Clarisse, donc c'est elle notamment qui a fait le podcast avec les jeunes sur la pornographie, on répondra à vos questions par la suite sans aucun problème. Et merci pour ce travail fabuleux, parce que je vous rejoins 100%. On m'a dit de ne pas passer devant le PowerPoint, pardon. L'éducation des pères par les pères, ça marche super bien. Et en fait, les jeunes, ils sont pleins de richesses, ils savent plein de choses. Et c'est entre eux qu'ils se disent, qui sont parfois surprenants, quoi. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'une information descendante. Donc ici, il y a 4 questions. On leur a posé 4 questions. La première, c'était « As-tu déjà entendu parler de la pornographie ?» Écoutez leur réponse. Yes, j'ai déjà entendu parler de la pornographie. Oui. Bah oui. 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 Oui, j'en ai jamais entendu parler autre qu'à l'école, mais à l'école on en parle. En secondaire on en parlait un peu. Oui, mais c'est pas un sujet dont j'ai déjà entendu parler beaucoup. Ouais. Oui. 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 Donc, ils ont tous entendu parler de la pornographie. Ils étaient combien, Madame Loé ? 11. Entre 12 et 25 ans. Donc, tout le monde a entendu parler de la pornographie. Ils sont 11 entre 12 et 25 ans. Deuxième question. Non, je n'ai jamais vu de vidéo pornographie. 13-14 ans, je sais plus. Non. 14 ans, je pense. Moi, à 12 ans. 16 ans.
C'est très bizarre, mais on m'a forcé à en voir une fois en échange Erasmus, justement. C'est la seule fois. Non. Je dirais 12, 13 ans. Et j'ai mon pote, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Genre tu te dis c'est tranquille et tout, mais en fait c'est chaud. Voilà, j'étais choqué. Ah non, mais genre, est-ce que ça compte si genre c'est dans un film qui parle pas de ça, mais genre qu'à un moment donné, il y a des adultes qui font leurs affaires? 12 ans? Ah ça, c'était 13-14 ans, c'était... ouais. Voilà. Donc vous entendez hein, une jeune qui dit j'ai été forcée, j'avais 16 ans, l'autre qui dit c'est mon pote. Donc on entend 12 ans, 13, 14 ans, 16 ans forcés, etc. Donc voilà, vous voyez bien que les jeunes, c'est leur réalité. À un moment donné, ils tombent sur la pornographie. Il y en a un qui dit c'est chaud hein, quand même, choqué. Et ça, c'est quand même quand moi je travaille en clinique avec des jeunes ou même des jeunes adultes et qu'on parle au monde de la pornographie, ils me disent souvent mon premier contact, j'ai été choquée. Et en fait, ce que nous on voit, c'est qu'il y a un mélange entre de la sidération et de l'excitation. Et donc, c'est un sentiment très ambivalent et très particulier. Mais c'est ce qui fait qu'on y retourne, évidemment, malgré cette sidération, parce qu'il y a l'excitation qui vient derrière. Et ça, c'est un peu particulier à expliquer, mais c'est un peu comme si c'était dans l'angle mort de la conscience, en fait. Les fantasmes qui sont réveillés et touchés à travers la pornographie. Donc voilà, donc ça concerne les jeunes. Les jeunes, ils sont... À l'époque, il fallait aller chercher une cassette vidéo dans les night shops ou autres, dans le coin machin. C'est limite, il n'y a pas un petit rideau, etc. Il fallait montrer sa carte d'identité. Mais je vous jure, ça existait. Je sais, il y en a qui ne me croient pas. Hein. Mais le téléphone fixe, ça existait aussi, hein, je vous jure. Je l'ai connu, le téléphone fixe. Donc voilà. Et alors, ça, c'était pour les plus hardis. Mais sinon, c'était le magazine, en fait. Hein, le magazine qui était en haut dans les stations-service et qu'on se refilait entre potes. Donc la pornographie, c'était ça. Donc c'est sûr que c'était moins confrontant que tout seul dans sa chambre à regarder un support pornographique qui peut être excitant et choquant à la fois. Alors, si je te dis porno, tu dis quoi en un mot? Travailleuse du sexe. 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 Addiction. PH, donc c'est le site. Je dirais prostituée. Bah, site. Le site. Le sexe. Sexe. Vulgaire. Donc vous voyez, plusieurs fois on a sexe plusieurs fois, on a site plusieurs fois. Il y en a un qui dit PH, mais c'est Pornhub. Il y a l'addiction, ça m'a quand même interpellée. L'addiction, qu'un jeune dise ça, quoi. C'est interpellant, c'est intéressant. Et puis alors, il y a quand même travailleuse du sexe, prostituée et vulgaire, qui sont évoquées. Donc il n'y en a pas un qui a dit romantique, hein, comme vous l'avez remarqué, ou respectueux, etc. Donc quand même, les jeunes sont pas naïfs non plus sur le genre de support qu'ils voient, quoi. Donc oui, et moi j'avais une fois vu une émission sur les coulisses de la pornographie, et quand on voit la réalité, comment c'est, on a 2 jours, il faut faire 64 scènes, on prend des amphétamines, on prend des antidouleurs, on prend éventuellement de la coke pour tenir le coup, du Viagra évidemment, et on doit passer d'une scène à l'autre. Ça, c'est la réalité de la pornographie, sans compter qu'il y avait eu un témoignage en France. Il y a eu d'ailleurs des femmes qui ont fait un procès, se sont regroupées pour ça. C'est des femmes qui donc étaient à la veille de cette fameuse séquence, de ce week-end de film, et elles étaient dans un hôtel la première nuit, un hôtel un peu minable, on va dire. Eh bien, elles étaient violées la première nuit. Ça s'appelle le viol d'abattage, pour bien leur montrer qui est le chef et comment ça va se passer. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais il y a eu ce témoignage-là, et ce n'était pas un cas isolé non plus. Donc voilà, donc ça c'est quand même aussi un peu la réalité de la pornographie. Donc on est quand même dans un truc un peu doux amer, quoi. Et les jeunes le savent.
Ils le savent, ils le disent. C'est magnifique ce qu'ils disent. C'est extraordinaire ce qu'ils expriment. Alors, dernière question. Ouais. Vous savez, madame, je vais poursuivre et notez vos questions pour la fin, d'accord? Parce que je vous vois très enthousiaste et je vous en remercie. Mais là, j'ai le temps qui passe, vous voyez, et j'entends tic-tac, tic-tac. Merci pour votre compréhension. Donc, quel est ton avis sur la pornographie? Bah, c'est comme tout, tant que c'est fait de manière à respecter la personne qui fait l'acte. Voilà, si c'est dans le consentement envers la personne où elle agit et elle le fait, ben, je pars du principe que c'est OK. J'ai l'impression que c'est fort violent par rapport à la réalité. Et bah ouais, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui regardaient ça et après ils savaient plus comment faire parce qu'ils ont une vision biaisée de la réalité. Voilà. Je sais pas. Ça reste des films, donc c'est des acteurs, c'est pas la vie réelle et donc voilà, c'est pas représentatif, je trouve. Moi, voilà, j'étais là-dessus et ils te mettent juste 18 ans en plus. Et si tu mets 18 ans en plus, tu dois pas mettre un email, machin. Alors, du coup, il n'y a pas de sécurité d'un coup. Genre, tu dois juste mettre est-ce que tu as plus 18 ans et tu n'as rien d'autre. Et c'est dégueulasse pour moi maintenant. Ma mère a découvert mes historiques et c'était salé. Et voilà, moi, je faisais pas attention au titre. Je regardais juste des trucs. Et puis après, bah, je me suis fait pas trop engueuler par ma mère, parce que ma mère m'a dit, voilà, c'est naturel, machin. Et moi, je me suis dit, bah, voilà, c'est dégueulasse en fait de faire ça, parce que c'est rentrer dans l'intérieur des femmes. Bah, je veux dire, c'est comme si c'est l'intimité, et bon, c'est eux qui le font, mais moi, à 12 ans, on n'a pas regardé des trucs comme ça. La première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends ça, c'est plus quelque chose de péjoratif. Oui, voilà, j'imagine un peu des vieux cochons. Ça me fait penser peut-être, oui, aux prostituées, à la pédophilie, etc. Mais sinon, en y réfléchissant plus, oui, genre, ça peut être quelque chose de bénéfique qui pourrait éviter d'avoir d'autres soucis par la suite, genre des hommes qui vont violer des filles pour voir ce qu'ils ont besoin, ou voilà. Bah, c'est pas normal. C'est une pratique comme une autre, mais chacun la voit comme il le préfère. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Ouais. Il faut pas parce que faut pas s'exhiber au public. C'est des choses pas bien. Il faut pas faire ça. Négative. Moi, ça me pose pas forcément de problème, du moment que ça va pas à l'extrême. Voilà. Donc, vous voyez que dans l'ensemble, je ne sais pas quel sentiment vous avez, vous, en écoutant ces réponses, mais globalement, c'est quand même un sentiment mitigé, plutôt péjoratif et négatif par rapport à la pornographie. Je pense que c'est un peu ça le souci, parce que quand on a 25-30 ans et qu'on a déjà une représentation de ce qu'est la sexualité et une expérience aussi, regarder un film porno, ça peut être entre guillemets récréatif et ça va pas venir faire des dégâts. Mais chez un jeune qui est tout seul dans sa chambre avec son auto-érotisme, qui ne parle à personne, à part 2-3 potes peut-être, de ce qu'il voit, ça peut vraiment venir fracasser le psychisme, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète, entre guillemets, en tant que sexothérapeute. Et c'est là qu'il faut aider les jeunes à être autocritiques et à multiplier d'autres sources d'informations. On peut leur dire, OK, la porno, c'est OK pour l'excitation, mais rends-toi bien compte que c'est pour provoquer de l'excitation et c'est pas de l'éducation. Il faut compenser par d'autres sources. Donc mais en fait, ils disent tout, hein, les jeunes. C'est magnifique, hein, comment ils peuvent, le regard qu'ils ont. Et donc, c'est super d'avoir des animations comme ça où ils peuvent se parler entre eux et critiquer et entendre en fait ce que chacun pense. Donc voilà, donc là aussi, vous trouverez dans le QR code, par exemple, le portail, je vous ai mis le portail vers les centres de planning familial. À Liège, il y a 10 centres. C'est des endroits où on peut trouver des infos, on peut aller chercher des livres, des brochures, etc. Pour justement compenser la pornographie, quoi. Et souvent le manque d'éducation sexuelle. Oui. Juste parce que là, il y a des filles et des garçons, mais j'ai l'impression quand même que les filles s'expriment de manière
Les filles rarement trouvent ça tolérable par rapport aux garçons. Et ça, je pense quand même qu'il y a une différence en fonction du genre, sur le ressenti de ce qui se passe. Non, c'est vrai. Oui, merci. Merci de me le faire dire. Madame Loé, il y avait combien de garçons, combien de filles? C'est magnifique, là. On n'aurait pas pu faire une meilleure équité. Je vous rejoins. En fait, les hommes sont plus visuels, de façon générale. Et donc, c'est vrai qu'ils sont plus consommateurs de porno à n'importe quel âge, ça. D'ailleurs, même quand on travaille de la vie intime dans les couples, souvent j'entends des hommes qui peuvent dire oh, si on mettait une petite lumière, moi j'aime de voir tes formes, etc. Et madame, dans le noir, les yeux fermés, je préfère te sentir, t'entendre, te toucher, mais surtout pas de visuel. Donc je crois qu'on a d'emblée ça, et ça nous vient de l'évolution de l'espèce, etc. Donc oui, je pense effectivement que la pornographie, ça convient mieux et ça répond plus à une demande, voilà. Alors, il y a quand même 2-3 sites de porno dont... Oui. Oui. Vous avez un site à conseiller Non, je ne l'ai pas. Non, parce que votre voisine, elle ne regarde pas... Vas-y. Non, je plaisante. Non, Dorsel, ça, je ne l'ai pas mis dans le QR code. Dorsel, c'est un site porno... soi-disant plus, enfin quand je dis soi-disant c'est quand même le cas, mais c'est un peu plus romancé que la pornographie en général. En fait, ce qui est terrible aussi, c'est qu'avant, quand on allait chercher les cassettes porno, là, c'était quand même 1 heure ou 1 heure et demie, entre guillemets, plus ou moins sur la même histoire. Voyez ? Alors que maintenant, ce sont des vignettes. C'est des vignettes. Donc en 3-4 minutes, il faut qu'il y ait eu, soi-disant, la rencontre à l'arrêt de bus, soi-disant, tu montes chez moi, la fellation, le truc, le machin, le nanana. Et en 4 minutes, on a vu toutes les positions. Vous entendez le jeune qui dit, c'est quand même aller dans la femme, rentrer dans la femme, etc. Donc voilà. Donc c'est ça qui est aussi compliqué. Donc Dorsel est un site un peu plus soft. On est sur du porno, hein. On n'est pas sur de l'érotisme, on n'est pas sur un film érotique. On voit. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'en plus dans la pornographie, et après je me reprends, sinon je vais dévier trop du sujet. Mais dans la pornographie aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on voit quelque chose. C'est comme ça que les éjaculations externes ont commencé. Parce qu'un homme qui éjaculait dans le corps de la femme, on ne savait pas le filmer. Et donc c'est comme ça qu'ont commencé les éjaculations externes, entre autres faciales, etc. Donc la pornographie, elle est venue amener des pratiques, d'autres pratiques aussi. Ça, c'est certain. Donc voilà, je trouve que les jeunes sont inspirants. Et en France, il y avait Macron, il avait dit, dorénavant, pour les sites porno, il faudra avoir 18 ans, il y aura une sécurité et tout, ils devront mettre leur carte d'identité. Finalement, ça n'a jamais été le cas. Je crois qu'il a d'autres chats à fouetter pour le moment. Mais ça, c'est un peu dommage. Parce que le jeune, vous voyez, il dit il n'y a pas de sécurité, il ne faut même pas mettre un mail, rien du tout. On dirait qu'il le regrette presque, en fait. Enfin, je ne sais pas s'il le regrette tout à fait, mais voilà. Normalement, il faut 18 ans. C'est pas par hasard qu'il faut 18 ans. Mais vous pensez bien qu'ils ne vont pas mettre des limites. Ils préfèrent avoir un maximum de vues, évidemment. Voilà. Alors, du coup, grâce à... Il y a une intervention d'une jeune fille, je pense, qui dit peut-être que ça diminue les viols. Parce que ça c'est quand même incroyable. Ça, c'est quand même la meilleure. Ça, je n'ai jamais eu encore. C'est peut-être l'effet château. C'est peut-être l'effet château. Donc, en fait, est-ce que en fait, ça vient diminuer le risque de viol? Du coup, je me suis intéressée à cette question. Eh bien, est-ce que je vous étonne si je vous dis que non? La pornographie ne diminue pas le risque de viol parce que ça renforce les stéréotypes sexistes, ça désensibilise la souffrance d'autrui, ça normalise les comportements non consentis et ça augmente même la violence sexuelle. Donc c'est pas le cas. Dommage, si au moins ça servait à diminuer les viols. Ce qui réduit vraiment, c'est l'éducation sexuelle égalitaire, c'est les valeurs de respect inculquées tôt, et c'est la prévention active dans les écoles, ainsi que des lois efficaces et appliquées, évidemment. Si on ne les applique pas, ça ne servira à rien, évidemment.
Ça va? Donc voilà, je termine ici sur le chapitre de la pornographie. Mais donc, c'est un sujet évidemment brûlant pour les jeunes. Alors maintenant, je vais vous parler de la communauté LGBTQIA+. C'est peut-être un terme qui est assez complexe pour vous. Donc je vais le décortiquer avec vous. Et le drapeau de leur communauté, c'est celui que vous avez vu là, c'est 6 couleurs. Elles veulent toutes dire quelque chose, mais en gros, c'est la solidarité et la diversité. Alors, ce terme, il regroupe des notions liées à l'orientation, à l'identité, mais aussi au militantisme des personnes qui veulent militer pour cette communauté. Alors, LG, vous le savez certainement, c'est le L de lesbienne, c'est le G de gay. Ce sont donc des personnes qui ont, pour les lesbiennes, un genre féminin et qui ont une orientation vers des personnes du même genre, et gay, un genre masculin, et qui ont une orientation vers les personnes du même genre. Donc voilà, comme je dis toujours aux jeunes, ça concerne 10%. Ça a toujours été le cas. Ça a été mieux toléré à certaines périodes qu'aujourd'hui. Au temps des Romains, par exemple, les hommes s'initiaient entre eux. Et donc voilà, depuis 30 ans aujourd'hui, l'homosexualité est sortie du grand manuel des maladies mentales. Et depuis 2003, les homosexuels peuvent se marier. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles et des bonnes avancées, évidemment. Le B, c'est bisexuel. C'est donc une personne dont l'orientation se tourne à la fois vers des personnes de genre féminin et ou masculin. Et alors, ce n'est pas dans le mot LGBTQIA+, mais moi je vous le rajoute, le P de pansexuel. Pansexuel, est-ce que vous le savez? Pan, ça vient, comme la chanteuse Angèle d'ailleurs, pan, ça vient de tous, comme une pandémie. Une pandémie, c'est une maladie qui concerne tout le monde. Eh bien, les pansexuels, c'est donc des personnes dont l'attirance est indépendante du genre. Elle est orientée sur la personnalité de la personne. Et donc, Angèle, j'ai été voir ce qu'elle écrivait, ce qu'elle disait, j'ai même été la réécouter, et elle ne se cache pas, elle est bien à l'aise avec ça, et elle dit « Je peux tomber amoureuse d'un garçon, d'une fille, 3 petits points. » Ce n'est pas un choix, c'est juste quelqu'un dont je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse de quelqu'un, d'une personnalité qui me plaît. Alors, le T, c'est transidentité. La transidentité, c'est une personne qui est inconfortable avec son assignation de naissance. Depuis 2022, seulement depuis 2022, l'OMS a retiré la transidentité de la liste des maladies mentales. 2022, hein. C'était avant-hier, hein, ça. Avant, on disait les personnes qui prétendent qu'elles ne sont pas dans le bon corps et qu'elles devraient être de l'autre genre, etc., elles sont malades mentales et donc ce qu'elles disent fait partie d'un délire, si je puis dire, d'une certaine façon. Depuis 2022, heureusement, ce n'est plus le cas. On a retiré ça des maladies mentales. Et vraiment, l'identité de genre, c'est un sentiment intérieur, c'est de soi à soi, comme ici. Le visuel que j'ai mis, c'est une personne qui a l'apparence d'une femme qui se regarde dans la glace, mais qui en fait voit un jeune homme plus loin dans la glace. Voilà. Alors le terme cisgenre, vous le connaissez peut-être. Cisgenre, le terme cisgenre, c'est quand on est ici, par exemple, on a été déclaré de genre masculin et on ressent dans notre sentiment intérieur qu'on est de genre masculin. C'est pour ça qu'il y a le petit égal. Pareil ici pour le genre féminin. On se sent bien dans son assignation de genre. Donc on est confortable. Alors que dans la transidentité, eh bien, on est inconfortable avec cette assignation de naissance. Et donc, voilà, ici, on peut se sentir non-binaire, puisqu'on ne se sent pas homme, on ne se sent pas femme, on se sent ni l'un ni l'autre. Ou on se sent de l'autre genre. D'accord? Mais non-binaire, c'est encore autre chose. C'est quand on se sent ni l'un ni l'autre. Ça va? Alors, le cul de cuir, ça... C'est simplement, si je puis dire simplement, c'est une personne qui s'identifie à un genre bien clairement. Il ou elle se dit « je suis dans tel genre », mais
visuellement, dans son look, dans son apparence, il ou elle va adopter des comportements et surtout un look des deux genres. Voilà. Par exemple, pour le faire facile, c'est un garçon qui a des longs cheveux, qui met des bagues et des choses ainsi, par exemple. Et alors, intersexe, ça, on m'a questionné plusieurs fois là-dessus et donc je me suis dit que j'allais développer un petit peu. Intersexe, c'est une personne, en fait, qui est née avec un sexe qui, anatomiquement, génitalement, n'était pas facile à définir. Pour le faire simple, on ne savait pas trop si on avait un petit pénis ou un grand clitoris. Et à ce moment-là, à l'époque, la médecine, elle voulait régler les problèmes et donc elle décidait d'opérer. Et donc à ce moment-là, de décider, est-ce qu'on va en faire un garçon ou une fille, vous imaginez? Aujourd'hui, ce genre de situation n'arriverait plus. On a plus de temps aussi pour confirmer le genre à la commune, si ce n'est pas clair. Et puis on peut faire d'autres analyses, évidemment, ADN, etc. Donc voilà. Et ici, je vais vous mettre un petit extrait d'un film qui s'appelle Chair tendre, il est dans les notes aussi, où c'est justement Sacha, qui a un nom mixte, tiens, et qui était intersexe et qui qui est en difficulté avec ça. Et donc, je vais vous passer là. Et qui celle-là? C'est la nouvelle. Bienvenue dans le 4e cercle de l'enfer. C'est marrant, on avait pris les paris, on était sûr que t'étais un mec. Sacha, c'est aussi un prénom de mec, non? Y'a personne qui peut savoir, ok? Alors, votre rentrée, c'était comment? Un rêve. Nouvelle ville, nouvelle école, nouveau numéro. T'es toute neuve, quoi. Je sais que t'as un secret. On sent que t'as vécu un truc fort. Non, mais t'en as pas marre de faire des trames pour rien? Parle pas de moi, ok? Si les médecins s'étaient plantés, si nous on s'était plantés, t'y as pensé? Mes parents, c'était quoi leur idée? Faire de moi un cum qui kiffe les grosses bagnoles? Je suis pas malade, maman. Je suis intersexe. Pourquoi on m'a toujours menti? On a 18 ans, mais des fois j'ai l'impression qu'on a tout vécu. T'es amoureuse de lui? T'es jalouse, toi, en fait. Pour qui tu te prends? Eh, mais t'es devenue tellement conne depuis que t'es une meuf. Je planifiais mon opération. Ton identité, c'est à toi de la trouver, mais ça se décide pas comme ça sur un coup de tête. Vous trouvez que je ressemble à un garçon? Depuis qu'on est ici, y'a plus rien qui va, maman. Aujourd'hui, j'imagine, tu dis que tu veux plus jamais rien ressentir. On serait toujours comme avant, toi et moi. Tu crois que j'ai choisi de naître comme ça? J'imagine que tu dis que tu veux plus tomber amoureuse, que ça vaut pas le coup, que ça fait trop mal. Ne deviens pas cette personne. Donc Sacha, à qui on a construit un sexe masculin et qui ne se reconnaît pas évidemment dans ce genre-là. Enfin, évidemment, pas dire qu'il y avait une chance sur deux, mais voilà, c'est son cas ici dans cette histoire qui est très touchante. Alors le A, c'est le A privatif. C'est donc A comme asexuel, A-genre, tous les A qui enlèvent ce qui suit. Et le plus, bien entendu, eh bien, on a mis un plus parce qu'il fallait que ça puisse être... le plus, c'est pour toutes les autres personnes qui ne se retrouveraient pas dans les lettres précédentes. Et en même temps, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose de commun à toutes ces lettres précédentes. Il faut savoir que les agressions sexuelles et les agressions en général, elles sont malheureusement encore plus représentées dans la communauté LGBTQIA+, parce que leur apparence pose problème, leur militantisme, leur look, voilà. Et donc, c'est inacceptable, évidemment, mais malheureusement, ils sont plus victimes de violences que la moyenne des gens. Et donc, souvent, ce sont des personnes qui vivent des pathologisations, un manque de reconnaissance, de la visibilisation, etc. Donc voilà, c'est un public quand même assez fragilisé. Alors, nous allons maintenant revenir à la Maison des Jeunes et je vais vous dire un petit mot sur les sextings et nous allons parler des nudes. Donc les sextings, c'est quoi? C'est partager son intimité par image ou par vidéo avec une personne. Bien entendu, ça peut être assez risqué. Et donc, nous allons maintenant écouter la vidéo qui a été faite par la Maison des Jeunes il y a quelques années à propos des nudes.
Donc Nathan, c'est le jeune homme qui vient de passer à l'arrêt de bus. Hein. C'est vraiment superbe, hein? C'est vraiment bien fait. C'est magnifique de se dire que des jeunes ont fait ça. C'est waouh. Ok. Donc, à la fin, Sarah, elle va voir un policier. Et ça, évidemment, je ne vous souhaite pas que vos jeunes soient victimes un jour. Si c'est le cas, eh bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir accompagner son enfant au service d'aide aux victimes. Dans les commissariats, on peut demander rendez-vous avec une personne qui est formée pour l'assistance aux victimes. Il faut savoir aussi que le jeune qui fait comme ça un nude, ici Sarah en l'occurrence, elle n'a rien fait de mal. C'est la seule qui n'a rien fait de mal, si je puis dire. Elle envoie une photo d'elle à une personne de son choix, si je puis dire, qui le lui demande. La suite, par contre, c'est du délit. Le Nathan qui transfère à d'autres, et puis les autres qui transfèrent, etc., c'est là qu'on est dans le délit. Donc, normalement, ces gens-là devraient au minimum avoir un rappel à la loi. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui en tant que parent, c'est ne blâmez pas votre jeune deux fois. C'est ça que je veux dire. Il est la première victime de son acte. En fait, il y a eu un abus de confiance, quoi, évidemment. Mais bien entendu, la première chose, c'est de les sensibiliser aux risques qu'ils prennent, quoi.
Dans mon village, moi j'habite du côté d'Ouarem, il y avait aussi une histoire et je peux vous dire que je crois que ça a immunisé beaucoup de jeunes parce que malheureusement il y en a une qui a été prise dans le même genre de scénario où son petit copain, qui n'était plus son petit copain à un moment donné, a balancé toutes des photos où en plus elle était reconnaissable, donc c'était vraiment compliqué. Donc là, elle a été victime de revenge porn. Et on peut aussi être victime de sextorsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je balance les photos si tu ne me donnes pas telle chose, de l'argent ou autre, évidemment. Donc voilà. Alors, il faut savoir que donc, la loi interdit de transmettre sans le consentement, mais retransmettre, c'est de la complicité. C'est aussi grave que le premier, quoi. Tous ceux qu'on transmet sont aussi dans le délit par rapport... au fait, même s'ils ne savent pas, oh, mais moi je ne sais pas qui était sur la photo, etc., on s'en fout. Tu n'as pas vérifié le consentement de la personne qui était sur la photo. Et en plus, mais ça vous ne le savez peut-être pas, recevoir une photo alors qu'on n'en voulait pas, eh bien c'est aussi un délit. Donc en l'occurrence, là, dans le cas que je vous explique à Ouarem, tout d'un coup, tout le réfectoire a reçu sur son téléphone la photo plus ou moins en même temps. Grâce à je ne sais quel canal. Et ça, c'est aussi un délit, parce que quand on ne demande pas, quand on va chercher du porno, c'est une chose, ou qu'on va chercher des supports, mais quand on les reçoit comme ça, c'est interdit. Donc voilà, et ça, il faut bien le dire à vos jeunes, d'autant que vous, pour tous ceux qui ont des jeunes de 12 à 18 ans, vous, les parents, vous êtes responsables. Tant qu'eux ne sont pas majeurs, vous êtes responsables, c'est vous qui devriez aller vous expliquer de pourquoi votre jeune a fait ça, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet où il faut bien sensibiliser. Et puis ne pas perdre de vue que, comme je dis aux jeunes, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Là, je reviens un petit peu à la pornographie. Il faut savoir que maintenant, la porno, ils utilisent aussi du matériel d'amateur. Donc ils disent, faites votre propre film, au plus c'est trash, au mieux c'est, etc. Et ils ne vérifient pas du tout le consentement, quoi. J'avais vu là aussi un reportage, c'était aux États-Unis, une jeune fille qui avait été filmée par son gars et qui l'avait mis sur un support pornographique de cette façon-là. Vous imaginez, pour eux, ils ne doivent même pas payer des acteurs, quoi. Ils reçoivent le matériel comme ça. Alors, soi-disant, il y a 2-3 questions. Est-ce que tout le monde est consentant sur cette vidéo? On met oui. Est-ce que tout le monde est majeur? On met oui. Et le truc est parti. Elle s'est battue pendant des années pour faire enlever ce support. Elle y est enfin arrivée grâce à France 2 qui avait aidé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé 15 jours après? C'était sur un autre site internet avec un autre intitulé. Donc voilà, dites bien à vos jeunes, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et donc, il y a toujours un grand risque. Et donc, ça nous amène naturellement au sujet du consentement. Donc, le consentement qui doit être bien sûr libre, éclairé et mutuel. Et là, la majorité sexuelle, c'est 16 ans en Belgique, ça vous le saviez peut-être. Donc, c'est à 16 ans qu'on estime qu'un jeune est capable de discernement et est capable de consentement, s'il veut ou pas aller vers la sexualité. Alors, ici, je vais vous mettre une petite vidéo de Guillaume. On le voit partout pour le moment, hein. Il va nous donner les règles du « je dis oui ». Donc le oui qui n'est pas le non, donc le oui, je dis oui, et donc dans quel cas je dis oui. Comment ça va les deux couillons? Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, hein? C'est fou, hein, ça, y en a un qui s'est beaucoup plus embelli que l'autre. Non, je dirais pas lequel. La beauté, mon ami, c'est subjectif. Bon, moi je cherche encore ce quelqu'un d'autre, mais à mes yeux, je suis canon. Et ça n'a pas de prix, hein, les gars, non? Bon ben, qui ne dit mot consent? Tiens, en parlant de consentement, je me suis encore pris la tête avec un pote, hein. Comment est-ce que beaucoup de mecs, quand ils ont fort envie de faire des trucs avec leur copine, ne saisissent pas qu'ils doivent s'assurer qu'elle est d'accord? Ben quoi? C'est une vraie question, hein. Il m'arrive aussi d'aborder des sujets sérieux, hein. Je vous jure, hein, je comprends pas quelle manie on a de dicter par notre petit zizi de penser que tout nous est acquis. Moi, par exemple, j'ai une petite amie et je rêve de faire des trucs, de jouer, qu'on fasse ça clipse comme ça et ça permet de, et on fait parfois vous avez... Ben, bref, vous m'avez compris. Eh ben, j'attends, je m'assure qu'elle soit ready, qu'elle soit open, qu'elle soit aussi prête que moi, quoi. Ben, c'est moi qui suis pas prêt, oui et non, oui et non. Disons que moi, j'en ai envie, mais tant qu'elle m'a pas dit oui, et je parle d'un vrai oui, eh ben, je suis patient. Du coup, pour aider les garçons qui ont du mal à capter le langage des filles, ben, tu vois ce que je veux dire, des trucs qui sont dits, mais pas vraiment dits, que t'as du mal à interpréter, quoi. Moi aussi, j'ai du mal parfois à comprendre. Eh ben, pour aider les mecs qui bug ou qui risquent de tout foirer, on a inventé le je dis oui.
C'est une belle pancarte, hein? Ah, moi, quand un sujet me tient à cœur, je sais m'investir, hein? Oui, c'est l'imprimeur du coin qui a fait ça. Très chouette, monsieur. C'est du carton renforcé recyclé, 5 mm d'épaisseur, hein? Oui, je dirais 40-60 à vol d'oiseau. Je dis oui, dans le sens, je dis oui. Tu avais compris le jeu de... Hein? Oui, tu as compris? Eh ben alors, ne me regarde pas comme un poisson circonspect. Si tu as compris, tu dis oui, c'est tout. Bref, le je dis oui, c'est un ensemble d'astuces pour que les garçons s'y retrouvent quand ils sont face à leur partenaire et qu'ils ont pas l'air de tout capter. Ah, et au fait, c'est valable pour tout le monde, hein, que tu sois en couple ou pas, que tu sois homo ou hétéro, le je dis oui s'applique aussi. Voici donc les règles du je dis oui, et je suis sûr que cette petite piqûre de rappel va vous faire du bien. Dis, tu peux mettre une petite musique de suspense comme ça, un peu... Ah voilà, ça c'est bien, ça c'est très bien. Les règles du je dis oui. On commence? Règle numéro 1, oui plus oui égale oui. Tu es partant, elle aussi, tu as reçu un oui franc et massif, vas-y, c'est ce que j'attends, moi par exemple. Règle numéro 2, quand c'est non, il faut te le dire dans quelle langue. Tu lui dis bonne nuit et tu ranges ton zigouigoui. Règle numéro 3, elle est endormie, compliqué qu'elle te dise oui, donc c'est non. Règle numéro 4, elle te dit oui plusieurs fois et puis finalement elle te dit non. Eh ben c'est non mon ami. Merde. Plusieurs fois, oui, et en fait elle dit non quoi. Ouais, je sais, c'est un ascenseur émotionnel qui peut paraître déroutant, mais c'est non quand même. Ah, au passage, un oui hier ne veut pas dire oui aujourd'hui, c'est clair aussi ça. Ouais, mais c'est qu'elle a dit oui et que moi j'avais pas compris que c'était... Non mais y a pas de oui mais, non c'est non. Ok. Règle numéro 5, elle te dit ouais, peut-être, je sais pas, je suis fatiguée, bof, eh ben tu prends ça pour un non. Et dans ce cas-là, pareil, pas besoin d'insister. Règle numéro 6, la demoiselle est morte bourrée, complètement pétée, elle est incapable de dire oui, eh ben tu remets ça la prochaine fois et tu veilles sur elle toute la nuit. Et si elle est juste un peu éméchée, qu'elle est bien et qu'elle s'amuse, c'est pas pour autant qu'elle est d'accord avec toi. Assure-toi donc qu'elle dise oui. Ah, d'ailleurs, de ton côté, être bourré ne t'enlèvera aucune responsabilité, bien au contraire. Vous avez vu ça comme je peux paraître strict et sévère quand je dis des choses qui me tiennent à cœur, hein? À vous, t'as eu peur, hein? Règle numéro 7, elle te dit oui sous la contrainte, c'est non. C'est clair? Elle te dit oui sous la menace et tu le fais quand même, mais tu te prends pour qui? N'y pense même pas, c'est compris? Règle numéro 8, elle te dit oui, mais son corps dit non, c'est non. Fais attention au langage corporel qui veut parfois dire non. Ah ben il faut être attentif, hein les gars, c'est ça aussi comprendre son ou sa partenaire. Règle numéro 9, elle ne dit rien. Et dans ce cas-là, qui ne dit mot consent? Non, je déconne évidemment. Si tu t'assurais plutôt qu'elle est partante. Et enfin, règle numéro 10, si tu n'es toujours pas sûr, demande-lui si elle a bien dit je dis oui, et si c'est oui, alors fonce mon ami. Au fait, si tu franchis ces limites-là, tu te mets hors la loi. Tu peux être condamné pour viol, tu risques la prison et cela peut avoir des conséquences traumatisantes sur l'autre. Ça fait bizarre hein, quand je dis des choses sérieusement? Oui, je sais, ça fait toujours cet effet-là. Dis, tu sais rajouter des applaudissements pour montrer que la présentation était pas mal? Ouais, ah voilà, ça c'est bien. Et des cris aussi, plein de cris, ouais, des trucs de fou. Rajoute des petits pingouins, on en a parlé tantôt. Et des flammes derrière moi, mets plein de flammes. Mets un petit hélicoptère qui tournicote comme ça et divise-moi et multiplie-moi en plusieurs morceaux comme ça, super. Merci Andy. Dites les copains, une dernière petite chose. Ce qui fait de toi quelqu'un de réglo, ce n'est pas d'avoir des rapports sexuels, c'est de toujours respecter. C'est de toujours respecter le oui de l'autre. Heureusement, on est arrivé presque au bout. Ça, n'hésitez pas à la transférer à vos jeunes, quoi. C'est sympa, ça permet la discussion. Et franchement, par rapport à ça, il y a une redéfinition, quoi. Avant, c'était si il n'y a pas eu de non, on peut considérer que c'est un oui. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Il faut un oui, un vrai oui verbalement dit. Et donc, ça, c'est vraiment important que les jeunes le sachent, qu'il y a eu vraiment cette redéfinition par rapport au viol. Alors, 3 interdits universels. C'est pas ça, mais il faut quand même en parler aussi. Donc, forcément, qui sont des crimes qui sont punissables par la loi et qui pèsent 15 à 20 ans de prison, comme Guillaume vient de le dire. Universel, vous savez ce que ça veut dire. Le viol, évidemment. Et le viol, il a aussi été redéfini. On doit dire qu'on resserre dans le bon sens. C'est bien. Le viol, il a été requalifié aussi. Le viol, maintenant, c'est en fait toute pénétration avec quoi que ce soit, dans quelque orifice que ce soit, sans consentement. Donc une banane qu'on met limite dans la bouche de quelqu'un sans son consentement, c'est un viol, quoi. Ça va? Donc ça c'est corsé, la notion du viol, et c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, bien entendu, le deuxième interdit universel, c'est la pédophilie. Voilà, évidemment, c'est difficile pour un enfant de pouvoir donner son consentement, c'est impossible, c'est interdit. C'est un vrai crime parce que ça déstructure complètement la construction du psychisme et de la vie de cet enfant-là. Nous, certains dans la salle l'ont connu, le fameux Marc Dutroux. Vous savez quoi? Il a 69 ans aujourd'hui, ce Marc Dutroux. Je l'ai appris ce matin chez la coiffeuse.
C'était, je ne sais pas comment c'est sorti, mais 69 ans, donc Marc Dutroux, qui heureusement traîne en prison. Mais donc, voilà, il y en a parmi vous qui ont vécu ce traumatisme collectif en Belgique, ou qui étaient encore jeunes et enfants, et qui donc ont vu les parents qui ont commencé à remoduler les permissions, etc., à cause de ça. Donc voilà, il faut dire qu'il était vraiment un gros pervers polymorphe pédophile. Il avait beaucoup de médailles, ce monstre, si on peut dire. Hein. Et puis le troisième interdit universel, c'est l'inceste. Donc l'inceste, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels au sein d'une même famille. C'est évidemment interdit. Et au départ, ce qui empêche l'inceste, et ce qui amène l'inceste dans toutes les cultures, c'est le fait que se reproduire entre familles pourrait amener de la consanguinité et donc des handicaps à cause de cette consanguinité. Voilà, l'inceste. C'est le contraire de l'exoceste. L'exoceste étant le fait d'obliger quelqu'un à marier quelqu'un. Voilà, alors, ce qui est bien dans l'inceste, c'est qu'avant, c'est qu'aujourd'hui, alors, je me reprends. Avant, il y avait une prescription des faits après 30 ans. Et aujourd'hui, non, 15 ans, pardon. 15 ans, mais à partir de la majorité. Donc, si on avait vécu de l'inceste, par exemple, de 8 à 12 ans, à partir du moment où on avait 18 ans, on pouvait encore avoir 15 ans pour dénoncer. Et finalement, ça c'est une bonne chose, on a décidé qu'il n'y avait plus de prescription des faits. Pour les personnes, à partir de maintenant, malheureusement, là où c'est déjà prescrit, c'est trop tard, si vous voulez. J'espère que vous me suivez. Donc, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que moi, je vois bien dans mon cabinet qu'il y a du refoulement en la matière. Pour supporter l'inceste, le viol en général, parfois aussi, mais l'inceste en particulier, on refoule évidemment, on met ça dans une case, et donc parfois il y a un retour du refoulé en thérapie. Et donc voilà, il n'y a plus de prescription pour l'inceste, ça c'est bien. Alors, SOS Viol, je vous dis tout ça pour que vous le disiez aux jeunes, hein, ou que les jeunes dans la salle l'entendent. SOS Viol, bien sûr, il y a un numéro d'appel, tout ça dans les notes, que vous pouvez appeler si vous avez été violé ou si vous êtes inquiet pour quelqu'un, vous avez des questions en tant que professionnel ou autre. Et alors, ce qui est vraiment chouette, c'est que maintenant, depuis peu, ils ont aussi mis en place le Maintenant j'en parle. Le Maintenant j'en parle, c'est un chat où on répond en direct aux jeunes, en fait, de façon évidemment anonyme. D'accord ? C'est anonyme, c'est gratuit, et c'est les bonnes heures de fin d'école et même des congés scolaires. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc là, les jeunes peuvent se déposer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la petite vidéo. T'as sûrement déjà entendu parler de harcèlement ou d'abus sexuels. Oui, ça existe. Il peut s'agir de maltraitance physique ou psychologique, en ligne ou dans la vie réelle. Si tu es concerné par ce type de problème, sache que c'est notre métier d'aider les jeunes qui sont dans ces situations à s'en sortir. Le plus dur, c'est d'en parler. Et avant ça, de trouver à qui en parler. C'est pour ça que sur maintenantj'enparle.be, il existe un chat pour poser toutes tes questions. Tu pourras discuter avec des professionnels qui sont là pour t'écouter, te soutenir et si nécessaire, te guider vers une aide spécialisée. Bien sûr, c'est anonyme, confidentiel et entièrement gratuit. Ne reste pas seul avec ton problème. Nous sommes là pour t'aider. Voilà, ça c'est vraiment un super service récent. Et alors, vous connaissez peut-être le centre de prise en charge des violences sexuelles. C'est pas depuis longtemps non plus. Après une agression. Après une agression, on peut aller au centre de au centre de prise en charge des violences sexuelles. Il y en a un dans chaque grande ville, il y en a une dizaine en Wallonie. Et là aussi, je vais vous montrer la petite vidéo de présentation. Presque 2/3 de notre population ont été confrontés à l'une ou l'autre forme de violence sexuelle au cours de leur vie. En tant que victime, vous avez le droit de bénéficier d'une aide, peu importe ce qui s'est passé et comment vous vous sentez. Les centres de prise en charge des violences sexuelles sont là pour vous porter assistance. Ces centres sont accessibles gratuitement. Vous y bénéficierez de tous les soins nécessaires et d'un accompagnement tous les jours, peu importe l'heure.
et nous examinerons avec vous la prise en charge médicale, médico-légale et psychologique que nous pouvons vous proposer. Nous examinons et traitons les conséquences des violences sexuelles. Puis, nous soignons les plaies et les blessures. Nous offrons une oreille attentive et des conseils pour vous aider à avancer après un événement aussi bouleversant, à votre rythme. Nous décidons ensemble de quelle aide vous avez besoin. Nous constatons les lésions et cherchons des traces de l'auteur. Vous décidez de ce que nous faisons des preuves collectées et vous choisissez si vous déposez plainte. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer plainte auprès de la police directement au CPVS. Nos inspecteurs, inspectrices, spécialement formés pour les faits de mœurs, se tiennent à votre disposition. Nous assurons un suivi médical et un soutien personnalisé. Vous pouvez également bénéficier d'un suivi psychologique en cas de besoin. Idéalement, vous nous contactez le plus rapidement possible. Vous pouvez passer jour et nuit, demander de l'aide et des conseils dans les 7 jours qui suivent les faits. Plus de 7 jours ont passé, téléphonez-nous ou envoyez-nous un email et nous examinerons la façon dont nous pouvons vous aider. Surtout, n'ayez pas peur de faire le premier pas et de pousser la porte de l'un de nos centres. Nous sommes là pour vous aider. Voilà. Du coup, je vais maintenant passer dans la dernière partie et vous suggérer des clés d'accompagnement. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de voir ici, le CPVS, c'est des adresses à donner aux jeunes, bien sûr. Évidemment, comme je leur dis, en cas d'agression, ce que je ne souhaite à personne, l'idéal, c'est de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce que qu'est-ce qu'on a envie de faire à ce moment-là? C'est se laver, c'est se frotter, c'est se changer et c'est s'enterrer. Et bien entendu, l'idée, c'est de justement, si c'est possible, de ne toucher à rien, si je peux dire ainsi, et d'aller directement au CPVS pour pouvoir justement voir s'il n'y a pas des traces qui pourront aider, même si après on décide pas de porter plainte ou on a le temps de réfléchir à la suite, mais au moment même, c'est d'essayer de récolter ce qu'on peut récolter, puis d'être accueilli, bien entendu, de pouvoir déposer tout ce trauma. Voilà. Alors, bon, quelques clés d'accompagnement. On va revenir à des choses un peu plus sympas. 21h08. 21h08. Ok. Comment on peut accompagner la sexualité des jeunes? Voilà, pour que vous repartiez avec ça. Je vous ai déjà donné quelques idées, évidemment, quelques pistes, quelques liens, etc. Mais dans la mesure où c'est possible, bien sûr, c'est d'éduquer dès le plus jeune âge. Pour ceux qui ont encore des enfants jeunes ici, avec bien sûr des mots adaptés. Voilà, il y a plein de... Là, j'ai mis des livres plutôt sur l'adolescence, que vous pouvez venir voir après si vous voulez photographier. Voilà. Mais il y a plein de petits livres, des sites et des trucs pour les enfants pour essayer d'éduquer. Et avec des mots d'enfant, même quand on lave un enfant, on peut donner des petits mots, il n'y a pas de souci avec ça, mais l'enfant, il sait que c'est un petit mot, et de temps en temps, on peut dire le vrai mot, on peut dire kiki, et de temps en temps, dire le pénis, pour que l'enfant, il sache que, eh ben, il y a une espèce de pudeur autour des organes génitaux, mais voilà, donc l'enfant, il fait vite le lien qu'il y a deux façons d'appeler le sexe masculin, etc. Donc voilà, des petits mots, d'éduquer de façon la plus naturelle et surtout de saisir les opportunités de la vie. Et il n'en manque pas. Des opportunités positives, négatives, c'est plein de choses. C'est un fait divers qui passe au JT et tout d'un coup vous vous dites « Ah non, c'est pas possible, pas encore... » l'abbé Pierre, par exemple, il y a quelques semaines, pas lui encore, qu'est-ce qui se passe hein? Et hop, on en profite, hop, et ben, c'est un pédophile, qu'est-ce qu'il a fait, nana, et on en parle, ou soit violeur, etc. Donc voilà, mais ça peut être aussi des opportunités de la vie plus positives, hein, bien entendu. Toutes les opportunités, c'est bon pour éduquer. Et surtout, autorisez-vous à vous tromper, bafouer, dites votre embarras. Dire son embarras, c'est assez facile et ça nous sort de toutes les situations. Écoute, je suis très embarrassée en fait si un jeune vient vous poser une question, mais à l'adolescence, si on ne l'a jamais installé, souvent ils ne viennent plus.
Mais à la préadolescence, peut-être parfois encore, ou dans l'enfance, de pouvoir dire ta question vraiment intéressante, mais je ne sais pas quoi en faire là tout de suite. Mais je vais me renseigner et je vais y revenir. Et voilà les endroits où on peut aller ensemble, où je vais à la bibliothèque, on lira ensemble le bouquin, etc. Donc, autorisez-vous à dire je suis très embarrassée avec mon papa, avec papi, mamie, on ne parlait jamais de tout ça, tu sais, c'est un sujet tabou, mais on va essayer ensemble, etc. Parce que si vous niez ou si vous ignorez, là, forcément, vous envoyez un message aussi, hein, c'est une réponse, évidemment, hein, de nier la question. Et donc, par respect pour vous, l'enfant, il ne va pas réitérer très souvent, puisqu'il il va vous protéger et ne pas y revenir de lui-même. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous pouvez faire. Alors soutenez les interventions EVRAS. Vous savez que ça a eu du mal à passer, mais c'est passé. Et heureusement, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles tous les 2 ans avec un programme bien cadenassé, bien ciblé, bien adapté. Et donc votre enfant, il va avoir ça. Et donc soutenez ça. Alors peut-être il va pas vous raconter, mais il va, ou peut-être que si, mais rien que de dire ah ben c'est chouette, tu vas avoir ça à l'école, d'autoriser. Moi, dans l'école où je vais, je sais qu'il y a des parents qui, si on annonçait à l'avance, ils faisaient en sorte que leur jeune fille n'aille pas à l'école ce jour-là. Et donc la direction a pris la décision de ne plus annoncer le sujet de l'animation, en fait. Et comme ça, tous les jeunes sont là et assistent à l'EVRAS, quoi. Donc voilà, vous pouvez soutenir ça. Et alors faire passer des messages et des valeurs, là, la pornographie, tout ça, c'est des occasions, mais de faire passer des valeurs, principalement la valeur du respect, du consentement, bien sûr, du rythme, de la communication, toutes ces valeurs auxquelles vous adhérez très certainement. Et ça ne veut pas dire qu'on doit parler de sa sexualité. Parce que j'ai parfois des parents qui me disent « Mais oui, mais alors, je vais devoir parler de moi. » Mais non, en fait. À aucun moment, on doit parler de soi. On peut parler de ce qu'on pense à propos des choses. On peut faire passer donc tous ces messages auxquels on croit, sans commencer à raconter ce qui s'est passé pour nous la veille ou l'avant-veille ou dans notre vie de jeune, évidemment. Il faut pas parler de sa sexualité. D'ailleurs, votre enfant, il veut pas le savoir, en fait. Il ne veut pas savoir, votre jeune. Et vous ne voudrez pas savoir non plus, tous ceux qui ont des jeunes de 18-25 ans, là, ou 16-25, vous ne voulez pas savoir. Le minimum, quoi. La contraception, évidemment, prendre soin de la contraception. Mais c'est bien qu'il y ait cette pudeur-là dans les familles. Donc ne parlez pas de vous, et ça n'empêche pas de parler de sexualité sans parler de soi. La pornographie, là, évidemment, c'est chouette si on peut, sachant que votre jeune... il va certainement, puisque tous les jeunes y sont, d'après ce qu'on a entendu, et d'après les statistiques, de pouvoir parler de ça en disant ce qu'on en pense et ce qu'il y a derrière les coulisses, et que ce n'est pas interdit, mais qu'on ne doit vraiment pas se limiter à ça. Donc prudence pour les nudes, hein, vous l'avez bien vu, hein, ça peut faire des dégâts. Le harcèlement scolaire aussi, d'ailleurs. Hein, y a parfois des suicides de jeunes à cause malheureusement, de ce genre d'événements. Je vous ai mis dans les notes la Commission nationale informatique de la liberté. C'est français, mais on s'en fout, c'est juste la même chose partout, hein, au final. C'est toutes les précautions. Il y a 10 conseils pour bien se protéger, même protéger son identité aussi par rapport à tout ce qui est numérique. Voilà. Accompagnez votre enfant s'il est victime. Je viens d'en parler. Et puis je dirais aussi se respecter, vous aussi en tant que parent. Respectez-vous, sentez-vous confortable. Si vous ne vous sentez pas en mesure d'éduquer à la sexualité, c'est pas un souci dès lors que vous pouvez vous assurer que le relais sera assuré quelque part. Ça peut être parfois un parrain, une tante. Dans d'autres cultures, africaines entre autres, c'est plus les tantes qui font l'éducation des jeunes filles plutôt que les mères. Donc il y a une mission comme ça qui est donnée. Donc voilà, s'assurer que votre jeune a une éducation sexuelle, c'est votre responsabilité, mais vous n'êtes pas obligé de l'assumer vous-même. Et donc de faire appel à des relais de confiance, comme les centres de planning familial, il y en a 10 à Liège. Je vous ai mis le portail dans les notes, monplanning.be. Voilà, et donc pour aller plus loin, voilà le QR code que vous pouvez photographier si vous souhaitez. Celui qui vous donne donc accès à toutes ces références. Et après, je clôturerai mon propos
Dans 2 minutes, j'ai clôturé. C'est bien pour vous? Dans 2 minutes, j'ai clôturé. Ok. Voilà, voilà. Oups. Normalement, ça fonctionne. J'espère que vous me confirmerez que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, pardon. Quelqu'un peut me dire ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça fonctionne. Allez, c'est cool. Ça marche, super. Ok. Donc je vais clôturer mon propos en vous disant que ce que vous pouvez aussi dire aux jeunes, c'est que j'ai sur les réseaux Facebook, Insta et TikTok lancé avec 2 personnes les coulisses du plaisir. Ce sont des petites capsules de 2-3 minutes où je traite chaque fois d'un sujet sur la sexualité, respectueuse, etc. Donc voilà, ils peuvent tout à fait y avoir accès si ça les intéresse. Et alors j'en profite en faisant un petit coup de pub pour vous dire que je fais aussi une conférence spectacle où je joue mon propre rôle de sexothérapeute en cabinet. Et donc il y a 5 personnages patients qui viennent consulter la sexothérapeute que j'incarne. 5 personnages patients qui sont différents, avec des problématiques différentes. Alors le 13 novembre, c'est à la courte échelle. Malheureusement, c'est sold out. Enfin, c'est tant mieux pour nous. Mais sinon, à Verlaine, le 13 et 14 mars, à Fex-le-Haut-Clocher, le 26 avril, et encore une date qui va tomber pour Louvain-la-Neuve. Et tout ça, ce sera via billet web que vous pourrez vous inscrire si vous voulez rester informé. Voilà. Et une autre conférence qui aura lieu le 27 novembre pour ceux d'entre vous qui ont des enfants de moins de 12 ans. C'est à Avelange, c'est ouvert, c'est dans une école, mais c'est ouvert à tout public. C'est 2 € l'entrée et ça s'appelle Zizi, Zezette et compagnie. Comment et pourquoi éduquer ses enfants à la sexualité. Voilà, sinon j'ai une quinzaine de conférences en boîte, comme je dis, mais je travaille aussi à la demande. Et ça, vous pouvez trouver via mon site ou bien suivre via Facebook. Et là, je mets toutes les infos d'actualité, etc. Voilà, et donc je vais conclure mon propos en vous disant que peut-être que ça a pu consolider ou déconstruire certains mythes, mais surtout, gardez bien l'idée que l'amour est au cœur de votre propos. Merci à vous pour votre attention. Merci, merci. Ah ben, comme d'habitude, on va passer parmi vous. J'espère que ça doit être bien chaud ce soir. On vous a bien chauffé. Donc, est-ce que vous êtes enfants? Vous allez faire mon question-réponse. Qui va poser la première question? Allez, un bras. Au hasard. C'est une question purement pratique, mais à quoi servait l'hymen à tout hasard? À quoi sert l'hymen? Ah, l'hymen. Oui, l'hymen. Pardon. À quoi sert l'hymen? Eh bien, juste l'hymen, donc on parle bien de ceci. Hein. Merci pour la question, j'ai peut-être pas été assez claire. Dans le vagin, à 3-4 cm, donc il y a cet hymen, qui, en fait, tant qu'il est présent, aide comme protection supplémentaire. En plus du fait que le vagin est fermé, qu'il y a des pertes blanches, que les petites filles n'ont pas les pertes blanches aussi. Elles n'ont pas cet avantage-là, si je puis dire. Et donc l'hymen, il sert pour... C'est une protection de plus, en fait. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, vous avez vu que... Merci. De rien. Merci pour la question. Merci. Bonjour. Donc, aujourd'hui, il y a des menaces qu'on identifie très bien, comme le revenge porn, qu'on n'avait évidemment pas dans les années 90, etc., puisqu'il n'y a pas de téléphone. Mais d'une manière générale, nous, les parents, est-ce qu'on doit plus se tracasser aujourd'hui ou pas? Ce que je pense, c'est que, et ça c'est le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est la même chose, c'est que quand on n'a pas la personne en face, c'est plus facile d'écrire à quelqu'un une grosse poufiasse que de lui dire en face. Et donc oui, tout ce qui est numérique et à distance va malheureusement, on voit bien ça sur les réseaux aussi, bêtement, les bêtes réseaux, sur les avis qu'on donne, etc. Donc oui, je pense que ça peut vraiment s'amplifier. Mais je ne crois pas que je réponds à votre question.
Non, mais elle n'était pas très claire. Mais voilà, donc, mais ceci dit, j'ai foi dans les jeunes, etc. Hein, ça, c'est bien. Je suis persuadé que tout... C'est bien. Mais je pense qu'il faut oser aborder le sujet. Si vous pouvez le faire, monsieur, pourquoi pas? Enfin, si vous pouvez aborder le sujet avec vos jeunes, d'oser mettre les pieds dans le plat. Prenez le prétexte de la conférence aujourd'hui, quoi. Oui, je ferai. Ben oui, mais voilà, tu sais, ce qui a été dit, c'est ça et ça. Vous en pensez quoi, vous les jeunes? Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que tu en connais qui ont été concernés? Plus on en parle, plus on se protège, je pense. Ça reste un sujet trop tabou, malheureusement. Et comme vous disiez tantôt, le fait qu'il y ait du porno plus vite, oui, ça n'aide pas, visiblement, ce que vous disiez, à ce que ça soit plus respectueux. Est-ce que ça, c'est une source de tracas pour les parents d'aujourd'hui? Est-ce que tout, avec la violence des hommes politiques, etc., de tout ce qu'on voit, est-ce que tout ça, d'après vous, ça contribue à ce que cette violence soit aussi plus répandue, plus vite dans la tête de certains jeunes? Voilà, c'est peut-être plus ça ma question, en fait. Mais vous venez de dire j'ai foi dans les jeunes, et moi aussi. Ouais. J'ai envie de me dire que... On voit d'ailleurs à quel point... C'est intéressant tout ce qu'ils disent, hein, parce qu'on voit bien il y a à boire et à manger, et ils s'auto-éduquent entre eux. Donc j'ai envie de dire qu'on peut les aborder avec toute cette ambivalence qui nous habite aussi, finalement. Toutes nos craintes, et le pire et le meilleur, et débattre avec eux. Ah, il y a madame qui voudrait intervenir. Mais si vous voulez, on peut prolonger le débat après la conférence, monsieur, parce que je voudrais la réponse, je voudrais la baguette magique, et malheureusement, je ne l'ai pas. Oui, je pense que la pornographie peut détraquer davantage un jeune qui n'a pas encore, comme j'ai dit tantôt, une perception, une représentation de ce que c'est une sexualité partagée, respectueuse et communicante, quoi. Oui, je pense que ça... ça, malheureusement, oui. Oui, il y avait une intervention ici. Oui, ce que je voulais dire, mais c'est pas forcément positif. Parlez bien dans le micro. C'est pas forcément positif, mais on parle quand même qu'il y a quand même une montée du masculinisme auprès des jeunes, oui. Et il y a une prévention à apporter en parallèle, je pense. Mais sinon, oui, c'est très chouette de voir qu'il y en a qui se posent plein de questions, qui ont un regard critique sur tout ça, mais il y a aussi quand même tout un pôle aussi à aller... casser, quoi. Pour que tout le monde en profite, est-ce que vous voulez dire un mot de ce que c'est le masculinisme? Et franchement, en 3 clics, vous cliquez 3 choses, genre avoir plus de confiance en moi, plus m'affirmer, etc. Et vite, les algorithmes vous proposent des choses sur le masculinisme. Hein. Ouais. C'est effrayant. Vous pouvez en dire un mot? Vous avez l'air d'être bien informé. Je suis un peu fatiguée. Non, mais je peux comprendre. Non, mais c'est parce que j'ai suivi une formation justement pour promouvoir les relations saines auprès des jeunes et pour lutter contre le masculinisme. Et donc, c'est quelque chose qui je pense, est en chemin aussi auprès des jeunes parce qu'il y a une demande et il y a des informations qui remontent des écoles, qu'il y a quand même un tracas par rapport à ça, quoi. Les garçons ont certains garçons... Quel tracas? Vous pouvez donner des exemples? La haine des femmes. C'est ça. Donc le masculinisme, pour vous, c'est quoi? Pour que tout le monde puisse bien comprendre. La haine des femmes et des comportements qui vont avec, et donc de violence, etc. C'est ça. Et effectivement, il y a une recrudescence par rapport à ça. Ça aussi, c'est un sujet intéressant à débattre, parce que c'est complètement inacceptable. Et là, il y a une espèce de retour en arrière, hein, en plus. Donc on me demande 2-3 mots. Vous vouliez intervenir sur le masculinisme aussi? Oui, notamment. Ah c'est génial, on va d'abord écouter. Mais notamment par rapport à ce que vous disiez, il y a une étude récente qui montre même que le simple fait d'être un jeune homme sur les réseaux sociaux, d'office, les algorithmes proposent du contenu masculiniste sans même avoir fait des recherches qui sont liées d'une quelconque façon ou sans même avoir aimé du contenu qui y touche. Et donc effectivement, le masculinisme, comme l'a dit Madame, c'est effectivement un mouvement, une espèce de retour en arrière qui promeut la soumission de la femme, les violences, le non-respect du consentement et oui, on va dire quelque part l'abus des femmes par la gente masculine. Voilà. Et alors, avec beaucoup de mots du type c'est des putes, si elles ont des amis hommes, c'est des putes. Enfin voilà, c'est ce genre de contenu qui est fort
mis en avant auprès des jeunes garçons sur Internet spontanément, malheureusement. Oui. Merci pour votre intervention. C'est vraiment ça, mesdames. C'est la suprématie des hommes par rapport aux femmes et qui donc légitimerait certaines attitudes, quoi. Non, je me suis accrochée au micro, oui, parce que j'avais juste un complément d'information sur le revenge porn. Il y a notamment une ressource qui s'appelle Child Focus, qui est à la base une association qui lutte contre les disparitions d'enfants et l'exploitation sexuelle. Mais dans les cas de revenge porn, même à une échelle individuelle, ils peuvent aider. C'est-à-dire que quand on a du contenu qui est diffusé sur les réseaux, eux, ils ont des collaborations avec tout ce qui est Snapchat, TikTok, etc., qui leur permettent de venir demander la suppression du contenu sur les réseaux. Alors c'est un peu contre-productif, ça demande malheureusement que les parents ou que les responsables civils de l'enfant touché aient une copie de ce contenu, puisqu'ils créent alors à partir de là une image numérique qui leur permet de les retrouver sur Internet. Mais en tout cas, c'est un super outil pour un peu lutter contre la propagation, même si ça ne lutte pas, enfin, ça ne supprime pas le contenu de la mémoire des téléphones, mais en tout cas, ça le supprime des réseaux sur lesquels il peut être trouvé. Voilà. Ah, c'est génial. Merci pour. Franchement, je l'ignorais. Donc Child Focus, voilà une ressource que j'ajouterai et que je vais aller explorer. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je n'ai pas de questions, c'est plus pour un ajout d'informations par rapport au CPVS, puisque je travaille dans un CPVS. Donc, c'est pour dire que bien évidemment, c'est accessible aux jeunes, mais c'est aussi tout public, en fait, que ce soit les hommes, les femmes, public LGBT, les migrants. Oui, c'est ouvert à tous. Et comme on l'a vu dans la vidéo, c'est vrai que l'idéal, c'est de venir dans les 7 jours pour pouvoir donner tous les traitements, faire des prélèvements éventuellement. Mais le mieux, évidemment, c'est dans les 24 heures pour faire tous les prélèvements si la personne ne s'est pas lavée, n'a pas changé de vêtements, ne s'est pas brossé les dents, etc. Mais évidemment, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut le temps à la personne de réaliser ce qui s'est passé. Et effectivement, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est justement de faire disparaître toutes les traces. Donc c'est très compliqué, mais c'est bien qu'on parle de plus en plus des CPVS pour essayer qu'un maximum de personnes arrivent jusqu'à nous et qu'on puisse aider un maximum de personnes et aussi les personnes de soutien, puisqu'on prend en charge les personnes victimes, mais aussi les proches qui peuvent venir avec la personne au CPVS. Donc oui, ça c'est génial, parce que c'est des victimes collatérales, hein, quelque part. Oui. Ça perturbe l'entourage aussi, évidemment. Hein. Mais merci de le préciser, ça. Oui, c'est vrai que les proches sont souvent co-victimes, puisque c'est assez violent de recevoir le témoignage de la personne, enfin, que ce soit la famille, les amis ou autre personne qui reçoit le témoignage. C'est vrai que c'est quand même une violence en soi, donc c'est bien de savoir que les CPV sont là aussi pour accompagner les proches ou autres personnes de soutien. Oui. Et je voulais dire aussi que les brochures de l'IAFH, donc qui s'occupent du projet des CPVS, sont disponibles sur Internet pour expliquer les différentes façons dont la victime peut réagir. Et donc ça donne plein de conseils pour la victime elle-même, mais aussi la deuxième brochure pour les personnes de soutien qui donne aussi des conseils pour essayer d'aider au mieux la personne qui est victime. Donc ça, c'est disponible sur le site de l'IAFH, donc de l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. Est-ce que après la conférence, vous pouvez venir me trouver, parce que j'aimerais bien, je voudrais en profiter pour vous demander quelque chose, si je peux me permettre. Et alors j'ai une question qui intéressera peut-être les gens. Dans les faits, vous constatez que les victimes, elles arrivent après combien de temps? Vous parlez de 7 jours, mais dans les faits, c'est quoi dans la réalité? C'est vrai que c'est très rare que les personnes viennent directement après les faits. Il faut au moins 3, 4, 5 jours au minimum pour que la personne puisse vraiment réaliser ce qui s'est passé et qu'elle puisse aussi arriver jusqu'à nous, puisque c'est vrai que déjà faire la démarche de venir jusqu'à nous, ça peut être très compliqué aussi. Et il y en a aussi beaucoup qui viennent dans ce qu'on appelle hors cadre, donc quand les faits datent au-delà d'un mois, puisque, de nouveau, ça peut être très compliqué d'en parler, surtout si c'est des faits d'inceste, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment propre à chacun. Donc, c'est difficile de dire vraiment avec précision quand les personnes viennent. Donc, c'est vrai que c'est très rare quand même que ce soit dans les 24 heures. Que ce soit rapide. Hein. Oui. Oui.
Mais donc voilà, 3-4 jours, merci. Mais peut-être plus on va en parler, plus on va dire ce message-là, et peut-être que ça va quand même parfois permettre d'aller plus vite. Mais effectivement, il y a le temps d'intégrer le choc. Enfin, d'intégrer, on n'intègre pas en 3 jours, évidemment, mais voilà, de sortir, comment est-ce que je dirais, de sortir de l'état de stupéfaction, quoi. Oui. Déjà. Merci. Merci pour votre participation et bon retour. Merci à tous.